Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Les lampions se sont éteints ce jeudi sur le colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Ces travaux de 2 jours tenus à Kinshasa ont fait une évaluation sans complaisance de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie dans l'espace francophone. Et puis à l'international, une bonne nouvelle pour l'espace UEMOA qui a atteint une capitalisation de 10 000 milliards de francs CFA, 16 milliards de dollars américains, une performance qui met en lumière le dynamisme économique de la région UEMOA. On va commencer ce journal avec ce clôture ce jeudi 19 décembre à Kinshasa du colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions. Pendant 2 jours, les praticiens du droit et autres experts ont fait une évaluation sans complaisance du bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie dans leur espace linguistique. Ces travaux ont été sanctionnés par quelques résolutions et discours de la fin par Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Patience Lokeke. Le colloque international de l'Association africaine de hautes juridictions francophones s'est clôturé ce jeudi à Kinshasa. Cette dernière journée a été marquée par la lecture des résolutions sanctionnant les échanges sur l'évaluation du bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone. Il devient important dans le temps qui vient et pour une justice plus efficace et efficiente d'avoir des repères. Ils ont été identifiés notamment par le professeur Éric Ngango Yombi, agrégé de faculté de droit, projet de droit public et vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Maroua au Cameroun. Sur la gestion du temps de la justice, le professeur a indiqué qu'il est important non seulement d'avoir une justice qui place au cœur de son action la célérité, mais également une justice prenant en compte les avancées en termes de mœurs et de technologie. Des résolutions suivies de la lecture d'une motion de soutien des hauts magistrats au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir accepté l'organisation de ce colloque à Kinshasa. Sensible à l'accueil chaleureux et à l'attention bienveillante qui leur ont été réservées aux conditions optimales de travail et à toutes les commodités mises à leur disposition dès les premières heures de leur séjour au Congo, adresse à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les sentiments de profonde reconnaissance et de gratitude infinie. Cette cérémonie a été clôturée par le mot de la fin de ces colloques prononcé par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC, ainsi que l'hôte de ses assises. Au nom de tous les juges de la Cour constitutionnelle, recevez nos remerciements pour votre dévouement, pour avoir marqué de votre présence ce grand rendez-vous de la justice dans notre pays et dans notre continent. D'ores et déjà, nous instruisons nos services de mettre à profit l'aspect organisationnel de ce colloque pour préparer le grand rendez-vous qui nous attend en 2026. Signalons que les travaux de ces colloques ont été dirigés par Victor Dassi Adossou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui a coordonné les échanges en 2 panels. Le premier panel portait sur l'expérience du contrôle de la légalité des élections démocratiques par le mécanisme africain des droits de l'homme, quelles leçons pour les États. Le second panel a été consacré aux nouveaux défis de la justice en Afrique francophone.
Le laboratoire des recherches en sciences de l'information et de la communication, l'ARISCOM en sigle, a présenté les résultats de son étude intitulée « Information, communication politique et perception électorale, analyse des discours médiatiques et l'iconographie visuelle lors des élections en 2023 en RDC ». Cette présentation a eu lieu ce jeudi 19 décembre 2024 à Kinshasa. Sur place, Blessed Kuzola et Likabea étaient présents pour nous relater l'événement. Il s'est tenu ce jeudi 19 décembre 2024 un forum de réflexion du laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication LARCICOM à la résidence Saint-Claver dans la commune de La Gombe. Le LARCICOM a donc présenté le résultat de son étude qui s'est intitulée Information, communication politique et perspective électorale, analyse des discours médiatiques et l'iconographie visuelle lors des élections 2023 en RDC. Après les mots des circonstances et des bienvenus, la première présentation faite par le chercheur Rigobert et David Mukendi a parlé de l'information électorale comme produit d'une chaîne de coopération. C'était pour expliquer comment les médias en ligne ont eu de l'influence sur le discours politique des candidats. La seconde présentation, œuvre du professeur Claude Moukeba, a expliqué les affiches dans les campagnes en tant que support visuel emblématique pour leur capacité à influencer sur le résultat de vote. Après les jeux de questions et réponses entre les participants et les orateurs, le président de l'ARCICOM a également pris la parole pour faire le point sur cette étude. Une étude complète parce qu'elle prend en compte les corpus de 4 années. Lorsqu'on aura analysé 80 médias, même 100, on n'aura toujours pas fait la totalité. Il est mathématiquement impossible de réaliser une étude intégrant 650 radios, plus de 700 titres de presse et plus de 200 télévisions, selon les derniers chiffres. On procède toujours par des choix et nous avons fait des choix qui, de notre point de vue, reflètent des choix majoritaires. Lorsqu'on prend 4 médias à Kinshasa, nous n'avons pas postulé à la généralisation de nos résultats. Mais ces résultats auxquels nous sommes arrivés reflètent ce qui a été réalisé par ces 4 médias. Au sortir de ces assises, l'un des orateurs s'est exprimé en ces termes. J'ai essayé d'analyser un peu l'affiche électorale, particulièrement par rapport à la photo qui a été montée. On aura remarqué que l'affiche électorale pendant la dernière campagne était presque vampirisée par ça. En gros, il y a sur 2 volets, informationnel et journaliste et communication. Chacun de volets a 2 articles. Nous avons présenté au public, ça fait bien longtemps qu'on a fait Créé en 2022, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication est un espace indépendant de réflexion et discussion sur les réalités et pratiques socio-professionnelles relevant du champ interdisciplinaire des sciences de l'information et de la communication. Dans un tout autre registre, retenez que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a organisé ce mercredi 18 décembre 2024 une réunion capitale avec les présidents des conseils communaux, les bourgmestres et commandants des commissariats urbains de la police ville de Kinshasa, placés sous le thème de réarmement moral. Cette rencontre a permis à l'autorité urbaine de réaffirmer les responsabilités de chacun et de rappeler les objectifs prioritaires pour améliorer les conditions de vie des Kinois, de vie des habitants de Kinshasa. À ce sujet, Rachel Misenga et Domomat nous en disent plus dans ce reportage. C'est mercredi 18 décembre 2024, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est présenté devant ses collaborateurs, comprenant bourgmestres, présidents de conseils communaux, ainsi que le commandant des commissariats urbains de la police, dans un discours ferme mais pédagogique. L'objectif de cette rencontre était de responsabiliser chacun des acteurs présents afin d'améliorer les conditions de vie à Kinshasa en ligne avec la vision du président Félix Tshisekedi et son programme Kinshasa et Zobonga.
Le gouverneur n'a pas mâché ses mots, soulignant les dérives telles que l'insalubrité, la pollution sonore et l'occupation anarchique des espaces publics. En tout cas, vous conviendrez avec moi que Kinshasa n'est pas assaini. C'est de la responsabilité de nous tous. Nous, d'abord, en tant que dirigeants, effectivement, dans nos comportements, dans ce que nous devons mettre en place, intégrer aussi la population. Dernièrement, nous avons disposé vos frais de transfert en termes de rétrocession. On avait clairement dit qu'il fallait qu'ils aient accès sur la grande priorité que nous avons, qui est l'assainissement. Bon, on a un rapport et on a 5 il faut partir de plans. Avec détermination, Bumba a demandé une mobilisation collective de tous les responsables locaux pour restaurer l'image de la ville. Il a insisté sur l'urgence d'agir pour une capitale salubre, moderne et sécurisée. Les bourgmestres ont été appelés à mettre en place des actions concrètes pour gérer efficacement leur entité, tandis que les conseillers communaux doivent veiller à l'exécution rigoureuse des tâches liées à l'assainissement. De son côté, la police doit soutenir activement ces initiatives en maintenant l'ordre public. Ceux qui ne vont pas suivre notre dynamique, je pense qu'on va réfléchir aussi autrement. La police qui est avec nous ici. Aujourd'hui, les bourgmestres peuvent décider, peuvent prendre des règlements, mais si vous n'accompagnez pas, nous n'allons pas arriver au résultat. Le gouverneur a également formulé des recommandations pratiques pour améliorer les normes de vie à Kinshasa. Parmi celles-ci, une gestion rigoureuse des déchets, les nettoyages systématiques des rues, l'éradication de marchés pirates et la réduction de la pollution sonore. Il a souligné que, bien que difficile, la transformation de la ville est possible grâce à la responsabilité collective et l'engagement de tous les acteurs. On va prendre cette information en bref. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, a suspendu ce jeudi à 8 chaînes de télévision pour 45 jours en RDC. Les chaînes concernées, Canal+, Pop, Canal+, L et Sci-Fi, MTV, Canal+, Action, AB1 et Canal+, Cinéma sont accusés de diffuser des programmes immoraux incitant à une sexualité irresponsable. Cette décision vise à préserver l'ordre public et les bonnes mœurs selon le CESAC en RDC. Par ailleurs, après plus de 25 ans d'arrêt de la production industrielle, le ministre national des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, relance les activités de la sucrerie du Kivu, Suki en sigle, dont la province du Sud Kivu, comme le nom l'indique, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inauguration officielle de ce projet est annoncée pour le premier trimestre de l'année 2025. Suivez. Du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement de la République démocratique du Congo a refinancé la reprise de la sucrerie de Kivu, ex-Kiliba, grâce au leadership du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, PME en sigle, Louis Watoum Kabamba, à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI, et cela après plus de 26 ans. Environ 5 885 313 $ de prêts du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle ont été versés à la sucrerie de Kivu, anciennement sucrerie de Kiliba, pour sa relance, un crédit de 3 millions de $ et 2 subventions respectivement de 1 650 000 $ et une somme de 1 235 313 $ reçus en novembre 2024 devant servir à l'amélioration de l'outil de production en raison de son fort impact économique et social dans la région. Cette sucrerie a produit fin septembre 2024 ses premiers sacs de sucre, pérennisant ainsi des emplois qui étaient perdus et éloignant les enfants de la région des groupes armés par des emplois stables et fixes. L'on peut dire, sans se tromper, que la sucrerie de Kivu, Suki, se porte bien et peut voler de ses propres ailes grâce à l'intervention de Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie
l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Pour la petite histoire, 26 ans après, la sucrerie avait repris partiellement en 2021 et est tombée à nouveau à l'arrêt avant d'être relancée cette année. Plus de 1400 agents, hier en chômage, ont retrouvé de l'emploi. L'objectif des autorités de la SUCI est d'atteindre 2500 emplois pendant la période effective de la campagne et d'offrir de l'emploi à la jeunesse du Sud Kivu. Ainsi donc, Louis Watum Kabamba est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs industriels et de la création des richesses sous la clairvoyance de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour le bien-être des Congolais. Et puis cette information en bref, sachez que la Première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion de haut niveau pour résoudre la crise à l'ONATRA. 3 points clés ont été abordés, à savoir le paiement des salaires 2 mois d'arriérés seront apurés avec un premier paiement dès le 24 décembre, lutte contre la spoliation et responsabilité accrue. Armand Ossacé, président de l'intersyndicat, a confirmé la suspension de la grève, saluant ainsi la réactivité du gouvernement. En revanche, le territoire de Calais, situé dans la province du Sud Kivu, a récemment été le théâtre d'altercations violentes entraînant la mort de 4 personnes, dont 2 soldats des FARDC. Ces événements soulèvent des interrogations cruciales sur la complexité de la situation sécuritaire dans la région et les défis persistants auxquels sont confrontées les autorités locales. Gigi Nende nous en dit plus. Dans la province du Sud Kivu, 2 militaires, un milicien et un civil ont été tués lors des altercations entre les FARDC et Wazalendo. Des groupes tels que les Wazalendo témoignent d'un paysage sécuritaire en constante évolution où les forces régulières et les groupes locaux s'affrontent parfois pour le contrôle et l'influence. Cependant, l'usage des armes par ces groupes, quelle que soit leur motivation initiale, ajoute une couche de complexité à un environnement déjà instable. Ces incidents viennent rappeler la fragilité d'une paix rarement complète dans cette partie du pays. Malgré les efforts des FARDC pour maintenir l'ordre et contenir les activités de groupes armés, la multiplication des affrontements montre une fois de plus les limites d'une stratégie strictement militaire face à des dynamiques locales profondément enracinées. Et ces événements soulignent aussi l'urgente nécessité d'une approche intégrée combinant efforts militaires, développement économique et dialogue communautaire pour instaurer une paix durable dans la région. La situation à Calais rappelle l'importance de stabiliser cette région stratégique et de prévenir l'escalade de violence qui pourrait anéantir des années d'efforts pour la paix et le développement. Et en justice, les États-Unis ont annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars américains pour toute information facilitant l'arrestation des 4 présumés assassins de Michael Sharp et Zaïda Catalan. Cependant, rien n'est dit par la communauté internationale concernant les Congolais dont les familles continuent de réclamer justice dans le conflit Kamwina-Nsapu qui a endeuillé le Kasaï. Plus de 5 ans après, les organisations de la société civile haussent le ton et demandent aux autorités, tant nationales que provinciales, d'agir également pour les Congolais. Francine Moukeba, les détails. C'était en mars 2017, au cœur du conflit meurtrier qui secouait la région du Kasaï, que Michael Sharp et Zaïdan Catalan, des experts de l'ONU, furent assassinés alors qu'ils menaient une mission d'investigation sur les violences dans la zone. Mais dans l'ombre de cette tragédie s'est trouvé un autre drame passé sous silence. Celui des Congolais qui accompagnaient ces experts et qui ont également perdu la vie. Aujourd'hui, leurs familles pleurent encore, tandis que leur quête de justice reste sans réponse. Des voix s'élèvent pour réclamer justice pour ces Congolais, comme celle d'Albert Ngalamoulume, acteur de la société civile. Nous confirmons le montant de 5 millions de dollars américains mis en jeu par les États-Unis d'Amérique comme récompense à toute personne qui va mettre la main sur les présumés auteurs du meurtre de 2 experts de l'ONU tués au Kasai central en 2017. Alors, ce montant a été publié par
les États-Unis, l'ambassade des États-Unis d'Amérique de Kinshasa, appelant toute personne qui va mettre la main à l'endroit où se trouvent les présumés auteurs, alors cette personne aura droit à 5 millions de dollars. Donc vous savez très bien que ces experts n'étaient pas seuls, n'ont pas été tués seuls. Ils ont été tués à côté des Congolais qui les accompagnaient. Alors le problème des experts est aujourd'hui pris en considération, comme nous l'avons dit, par toute la communauté internationale. Mais les Congolais qui les accompagnaient, leur dossier n'a pas été même soulevé. Nous demandons aussi que le Congolais, nos compatriotes qui accompagnaient ces experts, leur cas soit aussi pris en compte. Il convient de rappeler qu'en 2022, après plus de 2 ans de procès, la justice militaire, qui s'était penchée sur les dossiers de cette tragédie, a prononcé des condamnations contre une 50aine de personnes pour des accusations telles que terrorisme, crimes de guerre, meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. D'une province à une autre, on va passer du Kasaï à l'Ituri très bientôt. La province de l'Ituri sera reliée par route à celle du Haut-Ouélé. Les travaux de réhabilitation de la route Mambasa-Ndoué qui connecteront ces deux provinces touchent à leur fin. Les détails avec la presse militaire. Praticable depuis 2008, la route des dessertes agricoles Mambasa-Ndoué subit en séjour une transformation totale grâce au projet de sa réhabilitation, résultat du lobbying mené par l'administration militaire et ses partenaires. Les travaux de rénovation de ces tronçons reliant la province de l'Ituri à celle du Haut-Ouélé évoluent à pas des géants. Annonce faite au gouverneur militaire de l'Ituri par M. Balemba Emmanuel, chef du site ad intérim de la réserve de faune à Okapi. Il y avait un seul message auprès de son excellence, monsieur le gouverneur, c'était de l'informer que les travaux de réhabilitation de la route des aires agricoles Mambasa-Ndoué touchaient à sa fin et que donc voilà pourquoi nous étions venus pour lui signifier l'information. La réouverture de cette route de desserte agricole représente des atouts non négligeables du point de vue sécuritaire et socio-économique pour cette région qui a été longtemps abandonnée à son triste sort, a dit le directeur provincial de l'Office des voies de desserte agricole, OVDA en sigle, qui plaide pour l'ajout des 60 km restant dans les 10 projets. C'est vraiment une grande chance pour la province parce que cette route-là relie les deux provinces. Mais pour le moment, ils sont encore au niveau de 60 km. Et il reste encore 60 km avec le concours de l'autorité. Ils peuvent encore avoir la chance pour qu'on relie réellement les deux provinces. On a le mouvement d'un côté et que la route n'est pas arrivée au bout de l'autre province. Et là, il y a encore une petite difficulté. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on puisse les relier et la route sera vraiment très importante. Elle aura une importance très capitale pour les deux provinces et aussi pour les opérateurs économiques, mais pourquoi pas aussi les opérateurs sécuritaires. Notons que plusieurs infrastructures routières sont réhabilitées à travers la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, réduisant ainsi le délai d'intervention des forces armées. Et en sport, les léopards A' de la République démocratique du Congo ont débuté leur séance d'entraînement dans la soirée du mercredi 18 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vue des éliminatoires du CHAN 2025, déterminés à arracher la victoire face au SAO du Tchad, dont dès la manche allée, les fauves congolais affichent une grande motivation. Blessid Kouzola nous en dit plus. En prélude de leur double confrontation face au SAO du Tchad, les léopards locaux de la RDC du sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi séjournent depuis le 17 décembre 2024 à Abidjan et se sont déjà mis au travail dans la journée du mercredi 18 décembre avec 2 séances d'entraînement intégrées et intenses. La première séance d'entraînement a été axée sur le réveil musculaire avec un dur labeur physique dans la salle de gym de Movenpick Hotel d'Abidjan où l'équipe nationale de RDC a érigé son quartier général. Une première séance importante pour les épreuves qui venaient tout juste après.
Après les travaux en salle, les 24 léopards locaux de la RDC et les staffs techniques se sont mis au vert pour la deuxième partie dès la même journée du mercredi. Des points seraient lâchés jusqu'à atteindre la perfection, tel est le mot d'ordre donné par Otis Ngoma Kondi et ses collaborateurs. Une deuxième séance mixte à prédominance tactique comme nous l'a relevé la team media officer Belinda Odia. C'est sur la pelouse du lycée moderne de Cocody que s'est tenue une opposition de joueurs entre eux. Question de se mettre déjà au diapason de la rencontre allée du second tour des éliminatoires du CHAN prochain. Rencontre prévue le 21 décembre 2024 à 16h heure locale au stade Alassane Ouattara d'Abidjan en se projetant vers l'acte 2 le 28 décembre à Kinshasa au stade de Martyrs. Un accent particulier est noté, tous les 24 joueurs sont en pleine forme et très motivés pour la journée de ce jeudi 19 décembre 2024. Pas de repos pour les léopards locaux de la RDC qui ont pris part à une autre séance d'entraînement intégrée sur la pelouse du lycée moderne de Cocody d'Abidjan. En clair, le staff technique ingénieux d'Otis Ngoma Kondi est bel et bien déterminé à mettre en place un cadre sain pour sortir le Tchad comme lors des éliminatoires du dernier CHAN et cette fois-ci aller le plus loin possible dans la compétition en février 2024 en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Et pour approfondir un tout petit peu cette information sportive, j'ai sur ce plateau Blessed Kouzola, notre expert des questions sportives, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fiston Eleko et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Déjà la première question, dans quel état d'esprit les léopards de la RDC, à quelques jours bien évidemment de cette rencontre face au SAO du Tchad, dans quel état d'esprit sont nos fauves de la RDC? Bon, l'équipe se porte bien, elle a voyagé depuis mardi matin pour Abidjan afin de préparer cette rencontre-là qui ne va pas se jouer à Djamena mais plutôt au stade Alassane Ouattara d'Abidjan pour la simple bonne raison que le Tchad ne dispose pas des stades homologués jusque-là par la Confédération africaine de football. Donc eux-mêmes sont obligés, ils ne sont pas encore arrivés à Abidjan, ils vont arriver ce jeudi dans la soirée pour préparer cette rencontre-là. Donc l'état d'esprit des léopards est très bon, l'équipe se prépare bien. Aujourd'hui, ils ont eu leur deuxième séance d'entraînement, toujours à Abidjan, dans le but de préparer cette rencontre qui va les opposer au SAO du Tchad le samedi 21 décembre prochain, sous le coup de 16h heure d'Abidjan. Il sera, je pense, 17h ici à Kinshasa. Donc c'est dans un état d'esprit vraiment de bonne dynamique, de revanche aussi, de combativité, parce que les léopards avaient quand même pas bien fait le dernier CHAN qui s'est terminé par une élimination en phase de groupe. Donc là, Otis Ngoma et son groupe, parce que c'est un nouveau groupe avec plusieurs joueurs, sur les 24 on a convoqué, il n'y avait que 5 qui étaient au dernier CHAN, donc ça prouve que l'équipe s'est aussi rajeunie et a ajouté d'autres joueurs dans l'effectif. Donc on verra comment va se passer ces matchs du samedi, mais le état d'esprit en tout cas est très très bien. Est-ce que les léopards de la RDC peuvent-ils se qualifier à la phase finale de cette compétition? Ben, disons que c'est possible. Déjà sur papier, lorsque vous regardez cette rencontre entre le Tchad et la République démocratique du Congo, la RDC part logiquement favorite de cette rencontre, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, cela ne se joue que sur papier. Sur le terrain, il peut y avoir des surprises et des rebondissements, mais lors du dernier CHAN, c'était toujours face au Tchad que la RDC a obtenu sa qualification pour le CHAN, le championnat d'Afrique de Nations. Donc là, c'est encore le Tchad. On verra bien comment l'équipe va se comporter, étant donné qu'il n'y a que cette phase qui va déterminer les équipes qui vont se qualifier pour le CHAN. Il y avait 2 tours. La RDC était exemptée du premier tour et est entrée au second tour pour se qualifier, en tout cas pour ces CHAN. Donc,
avant d'arriver au Chan, il faudrait d'abord mieux faire face au Tchad. Déjà, c'est samedi, obtenir un bon résultat. Pourquoi pas gagner pour réduire un peu le doute ou même des risques de pouvoir être éliminé. Il sera important pour les hommes d'Otis Ngoma de bien négocier ces matchs face à l'équipe du Tchad, enfin de venir finir le travail une semaine après, soit le samedi 28 décembre prochain au stade de Martyr. Donc c'est possible que les Léopards se qualifient étant donné l'histoire qu'a l'RDC dans cette compétition, 2 fois champion d'Afrique en 2009 et 2016. Donc on verra comment les choses vont se passer du côté d'Abidjan. Déjà c'est samedi. Il faut dire que cette compétition africaine ne concerne que les joueurs évoluant en Afrique. Non pas en Afrique, mais les joueurs évoluant au pays. Au pays, justement. Voilà, dans le championnat local. On voulait un peu faire le mettre d'une manière un peu continentale. C'est celui de prendre même de joueurs qui évoluent dans le continent. Alors la question, la RDC, vous avez dit, est champion de ce Chan à 2 reprises. Oui. En 2009, nous avions eu des Poutou, je rappelle, des Patou Kabang Molota, des Alain Carré, des Kouloukuta Papala. Et en 2016, nous avons eu des Youssouf, Héritier Louvumbu, Meshak Elia et autres. Mais en 2024, nous avons qui? En 2024, nous avons Alain Bassala, nous avons Jefté Kitambala, nous avons des cadres aussi comme Ernest Douzolo, Seadi Badjo. Il y a également plusieurs joueurs en tout cas sur cet effectif. Orso Mwakou, des très bons joueurs qui peuvent faire la différence. Alors quand on voit la liste qu'a concocté Otis, on s'est dit que voilà, on peut faire l'affaire. L'effectif est quand même bon. L'effectif est quand même bon, mais la mayonnaise ne peut prendre que si et seulement si les ondes sont en tout cas bien serrées, bien mises en place, afin de permettre à l'équipe de bien faire le travail. Le talent seul ne suffit pas. Il faut un travail d'équipe, un travail collectif adéquat pour permettre aux Léopards, bien sûr, de briller face au Tchad. Voilà, il faut une mayonnaise bien... Voilà, la mayonnaise doit prendre. Doit prendre pour que nous espérions d'abord de se qualifier et puis espérer rafler un 3e trophée en février aussi, justement en 2025. Voilà, c'est avec ces mots que nous vous disons au revoir. Merci. Merci, Fiston Rico. Nous allons poursuivre ce journal, chers téléspectateurs, avec la page internationale. Le 13 décembre 2024, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA en sigle, a franchi un nouveau cap historique, atteignant une capitalisation boursière de plus de 10 000 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de plus de 16 milliards de dollars américains. Cette performance remarquable témoigne non seulement de la vitalité de cette place financière, mais aussi du dynamisme économique des 8 pays de la région UEMOA. Suivez. La capitalisation boursière de la Bourse régionale de valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est passée de 836,19 milliards de francs CFA lors de son lancement en 1998 à 10 058,83 milliards de francs CFA le 13 décembre 2024. Soit une croissance impressionnante marquée par un bond spectaculaire de plus de 11 2,94% en 26 ans. Une BRVM performante agit comme un moteur de développement pour les économies de l'UEMOA. Cette BRVM va stimuler l'investissement, améliorer l'efficacité des entreprises et gouvernements, attirer les capitaux étrangers et renforcer la résilience économique de la région. Par son action, elle contribue à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement d'infrastructures dans la région. Depuis son lancement en septembre 1998, la BRVM de l'UEMOA a connu une croissance impressionnante. Cette progression remarquable est attribuée à la croissance économique
économique soutenu des pays de l'Union économique qui affiche une moyenne annuelle de 5,8% depuis plus de 20 ans, ainsi qu'au dynamisme des acteurs du marché. La BRVM de l'UEMOA s'affiche comme un acteur clé du financement du développement économique dans la région. En août 2024, elle s'est classée à la 5e place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière, derrière Johannesburg, Casablanca, Les Caire et Lagos. Cette position reflète son dynamisme et son rôle central dans l'intégration financière et économique de l'Afrique de l'Ouest, consolidant ainsi sa place parmi les bourses les plus influentes du continent. Et puis, en Angola, le gouvernement envisage de mettre en œuvre l'itinérance nationale et le partage d'infrastructures entre les différents opérateurs afin d'améliorer l'accès à la téléphonie mobile. L'initiative intitulée Illuminar Angola donnera aux abonnés d'un opérateur télécom la possibilité d'utiliser les réseaux d'un opérateur concurrents pour accéder aux services de ce dernier dans les zones où la couverture réseau est limitée. Suivez. Améliorer la couverture mobile en Angola, les gouvernements envisagent mettre en place l'itinérance nationale et les partages d'infrastructures entre les opérateurs de téléphonie mobile Unitel, Movicel et Africell. Annoncé mercredi 11 décembre 2024, l'initiative dénommée Illuminar Angola permettra aux abonnés d'un opérateur télécom d'accéder aux services de ces derniers dans les zones où sa couverture réseau est défaillante en utilisant les réseaux d'un opérateur concurrent. C'est une initiative qui a toujours eu lieu dans les domaines des télécoms. La concurrence presque malsaine a tué cette initiative qui permettrait aux sociétés des télécommunications d'investir davantage là où personne n'a encore investi. En Angola, seulement 69% de la population est couverte par les réseaux 4G selon les données de la plateforme Datal Hub de l'Union internationale des télécommunications. Publié en 2023, les réseaux 2G, 3G et 5G affichaient le taux de couverture respectif de 100%, 89,2% et 17,3%. Les services sont intrapayants et les sociétés entre elles se répercutent tout le coût et ce qui devrait être assoture du service de télécom devait être la qualité de la télécommunication du service de télécommunication qui est délivré aux usagers. Cependant, il est important de noter que la mobilité et le partage d'infrastructures restent inefficaces dans les zones où aucun opérateur n'est présent. À la lumière de ces inégalités, les gouvernements angolais devra renforcer les initiatives d'investissement direct selon certains experts. Place à la revue de presse, sélection et commentaires avec Maryse Bolili. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons cette revue de presse avec Info 27 qui titre « Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC lance sa candidature pour représenter l'Afrique en 2026-2027 ». La République démocratique du Congo a officiellement lancé sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a pris la parole à Kinshasa devant un large public composé des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires pour exposer les ambitions de Kinshasa. Rappelant l'héritage diplomatique de la RDC au sein de cet organe, elle a souligné l'engagement du pays à jouer un rôle proactif dans la revitalisation de la Charte des Nations Unies et à contribuer à la paix et à la sécurité mondiale. Cette candidature soutenue par l'Union africaine et la SADC témoigne de la volonté de la RDC de renforcer son influence internationale et de partager son expérience unique en matière de maintien de paix. Dans le même fil d'idées, la prospérité titre Thérèse Kaikwamba, la RDC est prête à porter haut la voix des nations pour la paix et la sécurité mondiale. La candidature de la RDC s'inscrit dans une volonté de jouer un rôle actif dans la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que du système de sécurité collective des Nations Unies. Grâce à son potentiel diversifié et à une expérience unique, la RDC aspire à influencer positivement le débat international
internationale sur des questions cruciales. La ministre Thérèse Kaikwamba a exprimé la détermination de la RDC à contribuer de manière significative au Conseil de sécurité en apportant une perspective unique et en renforçant les efforts pour la paix et la sécurité mondiale. Le journal parle de l'agriculture à la une de son quotidien. Il titre « Un vent nouveau soufflé sur les secteurs de l'agriculture congolaise ». 1062 tracteurs seront disponibles d'ici le 31 mars 2025 pour améliorer le système de production dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo, a annoncé mardi le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire au cours d'un briefing spécial organisé sur le thème « L'action du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural, bilan et perspectives », a fait savoir l'agence congolaise de presse selon laquelle le ministre de l'Agriculture a promis que d'ici le 31 mars 2025, 1062 tracteurs que nous pensons disponibiliser d'ici le 31 mars 2025 en raison de 5 tracteurs par territoire pour diminuer la pénibilité de la femme dans le système de production. Dans le même journal, il titre « Kinshasa, fête de Noël 2024 dans un climat de crise et de détresse, une réalité troublante ». À une semaine de la célébration de Noël, les festivités marquant traditionnellement la fin de l'année à travers le monde, cette fois-ci presque absente dans la vie de Kinshasa. En décembre, deux fêtes majeures rythment la vie de population, Noël et le Nouvel An. Pourtant, en cette année 2024, les ambiances festives se font rares dans la capitale congolaise. Une année marquée par de crises financières, une insécurité constante et une inflation galopante qui affecte de nombreuses familles. Noël, qui devrait être un moment de partage, d'amour et de retrouvailles familiales, semble cette année compromise. Dans ces contextes moroses, certains espèrent encore que deux entreprises ou des sociétés locales, comme cela a été le cas par le passé, gratifient en vivre leurs employés afin de leur permettre de fêter en toute quiétude la Noël et la bonne année. Ces gestes pourraient redonner un semblant d'esprit de Noël dans le dernier jour précédant la célébration. À l'heure actuelle, les préparatifs de Noël 2024 à Kinshasa se déroulent dans un climat marqué par la détresse causée par l'insécurité et la situation économique qui empoisonne la paix sociale. Fin de cette revue de presse. Bonne soirée, au revoir. Et une page noire dans ce journal, c'est le décès annoncé par plusieurs sources de Séguin Mignon, batteur de Wenge Musica, Bon Chic, Bon Genre, BCBG en sigle, grand compagnon de JB Mpiana. Géopolis présente à sa famille ainsi qu'à l'orchestre tenu par celui qu'on appelle affectueusement Papa Chéri ses sincères condoléances. Nous allons mettre un terme à ce journal avec cet extrait au rythme de sa batterie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Les lampions se sont éteints ce jeudi sur le colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Ces travaux de 2 jours tenus à Kinshasa ont fait une évaluation sans complaisance de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie dans l'espace francophone. Et puis, vous avez suivi dans ce journal une bonne nouvelle pour l'espace UEMOA qui a atteint une capitalisation de 10 000 milliards de francs CFA, 16 milliards de dollars américains, une performance qui met en lumière le dynamisme économique de la région UEMOA. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, au revoir.